Pour les marins, être pris en otage était un sujet tabou. Ils préféraient tout, même le naufrage. Ce sont les paroles d'un capitaine qui connaissait parfaitement les périls de la haute mer. Nous partagerons son histoire dans cette vidéo. Mais dans son histoire et celle que nous découvrirons aujourd'hui, ce n'étaient pas les marins qui devaient en craindre pour leur vie. Dans ces récits, les pirates somaliens n'étaient pas les chasseurs, mais les chassés. Voici ce qui se passe lorsque vous vous en prenez au mauvais navire. Un navire qui appartient à, ou est protégé par nul autre que la marine des États-Unis. Alerte spoiler. La leçon est rapide, brutale et inoubliable. Pour certains, ce fut leur ultime leçon. Nous sommes le 8 avril 2009. Le Maersk Alabama est un gigantesque porte-conteneur de 155 mètres de long qui fend les eaux du bassin somalien. Il se rend à Mombasa, Kenya, avec des arrêts à Djibouti en chemin. Mais ce n'est pas n'importe quel navire de marchandises. C'est une ligne de vie essentielle, transportant plus de 400 conteneurs, avec environ 8000 tonnes métriques d'aide alimentaire de l'United States Agency for International Development, dont plus de 5 tonnes destinées au programme alimentaire mondial des Nations Unies. La mission du navire était noble, livrant des fournitures aux réfugiés affamés à travers l'Afrique de l'Est. Mais alors que le navire navigue à travers les eaux périlleuses au large de la côte somalienne, il traverse également un territoire infesté de pirates, une région où les navires sont des cibles de choix pour les détournements, les rançons et l'extorsion violente. Le capitaine Richard Phillips est à la barre. Avec 30 ans d'expérience dans la navigation en eau dangereuse, le capitaine Phillips n'est pas étranger à la menace omniprésente de la piraterie. Mais il garde son calme. Dès son embarquement sur le Maersk Alabama à Salalah, Oman, quelques jours plus tôt, il a remarqué quelque chose d'inquiétant. La sécurité était laxiste. Portes déverrouillées, cages à pirates non verrouillées, contrastant avec la vigilance qu'il savait cruciale près des côtes somaliennes. Le capitaine Phillips avait prévenu son équipage de rester vigilant, car il s'y était entraîné. Exercices anti-piraterie, entraînement aux armes légères et cours de sécurité de base complets. Malgré toutes ces préparations, l'équipage du Maersk Alabama n'aurait pas pu prévoir la tempête à venir. Après tout, aucun navire enregistré sous le drapeau américain n'a été saisi avec succès par des pirates depuis le début des années 1800. La dernière fois que les pirates avaient réussi un tel exploit remonte à 1815. Pendant la Seconde Guerre de Barbarie, les navires de guerre américains naviguaient en Méditerranée pour affronter les pirates d'Afrique du Nord. Mais le 8 avril 2009, cette série de près de 2 siècles a été brisée. Alors que le Maersk Alabama naviguait à seulement 280 miles au sud-est d'elle, en Somalie, un point chaud pour l'activité pirate, l'équipage avait été prévenu. Néanmoins, le capitaine Phillips a maintenu le cap, refusant de céder à l'intimidation. À 7h35 du matin, l'impensable s'était déjà produit. Les pirates étaient à bord. L'avertissement était arrivé tôt, entre 6 et 7 heures du matin. Bateau approchant 3 points. À 1 mille à l'arrière, venait l'appel urgent du pont. L'alarme stridente retentit alors que 2 esquifs pirates apparaissèrent sur le radar. Ils fonçaient vers le Maersk Alabama, fendant les vagues, à une vitesse inquiétante. Alors que les navires se rapprochaient, 4 hommes pouvaient en être vus dans le bateau de tête, armés de AK-47 et prêts à se battre. Dans une tentative désespérée de les repousser, le capitaine Richard Phillips a ordonné de tirer des fusées éclairantes. Les éclats lumineux étaient censés servir d'avertissement. Malgré la mer agitée et le tangage du navire sous les vagues, les pirates n'ont pas été décontenancés par cette cible difficile. Malgré les lances à incendie dirigées vers eux, les attaquants ont poursuivi leur progression, déterminés à ne pas reculer. À 7h35 du matin, les pirates étaient sur le pont. En à peine 5 minutes, l'équipage du Maersk Alabama était monté à bord et s'est retrouvé piégé. Le capitaine Phillips est resté calme malgré le chaos, son esprit bouillonnait mais ses actions étaient opposées. Il a immédiatement tenté de négocier avec les pirates en leur offrant de l'eau et des cigarettes. C'était un geste destiné à apaiser la tension, à gagner du temps pour désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. Cela a fonctionné dans une certaine mesure. Le comportement des pirates a changé, l'agression est devenue calcul et ils ont commencé à demander la nationalité des navires. Qui est à bord ? Ils savaient que ce navire américain arborant le drapeau des États-Unis était un prix, un jackpot de loterie. Un pirate somalien a qualifié ainsi la saisie d'un navire occidental, estimant que personne ne viendrait en aide à un navire du tiers-monde. Mais les pirates somaliens, qui visaient le Maersk, Alabama, ne comptaient pas sur qui viendrait à la rescousse cette fois. Seulement les Navy Seals, la force spéciale la plus élite et mortelle du monde, et leur implication n'était pas une aubaine pour les pirates somaliens. C'était leur perte. Le capitaine Phillips tente de protéger son équipage en guidant les pirates vers des zones vides du navire pendant que ses hommes se cachent. Il tentait de protéger son peuple et de gagner du temps pour les secours, mais la situation s'aggravait de minute en minute.
À 15h30, la situation était devenue bien pire qu'un simple détournement. L'équipage avait réussi à capturer le chef des pirates, renversant la situation en leur faveur. Sous le pont, ils le gardaient en otage pour obliger les pirates à une confrontation. Le capitaine Phillips a utilisé ses talents de négociateur pour gagner du temps, conscient que chaque minute écoulée augmentait les chances d'être secouru. Les heures passant, les pirates s'agitaient. À 19h, ils étaient prêts à partir, mais pas sans contrepartie. Ils ont exigé une rançon, et Phillips leur a remis 30 000 $ en espèces du coffre du navire. Puis vint un moment fatidique. L'équipage a essayé d'échanger le chef des pirates contre Phillips pour mettre fin pacifiquement au face-à-face, mais les pirates avaient d'autres projets. Au moment où Phillips a mis le pied sur le canot de sauvetage, les pirates les ont trahis. Il n'y avait pas d'accord. Le canot de sauvetage s'est éloigné du Maersk, Alabama, avec Phillips maintenant leur otage. Mais pourquoi prenait-il tout ce temps ? L'équipage du Maersk Alabama a riposté contre les pirates, pas seulement pour se cacher, pour la marine américaine. Alors que les pirates montaient à bord, le chef ingénieur Mike Perry a pris le contrôle du moteur, arrêtant tous les systèmes et plongeant le navire dans l'obscurité. Perry, armé d'un couteau, a réussi à capturer le chef des pirates, Abdou Ali Moussa, après une poursuite dans la salle des machines sombres. L'équipage essaierait ensuite d'échanger Moussa contre leur capitaine, capturé par les pirates sur leur canot de sauvetage. Alors que le détournement a rapidement dégénéré en une situation d'otage à part entière, il est heureux que la marine américaine ait déjà été alertée. L'United States Ship Bainbridge, un destroyer lance-missiles, était en route, rejoint par l'United States Ship Haley Burton, doté d'hélicoptères et d'équipements de surveillance. Les Navy Seals ont également été appelés pour gérer cette situation d'otage à haut risque. Autrement dit, le sauvetage était déjà en cours. Le 9 avril, un jour après le détournement du Maersk Alabama, l'United States Ship Bainbridge l'a rejoint. Quand la marine est arrivée, le capitaine Phillips était encore captif des pirates, et le navire était bloqué dans une impasse tendue. Mais la situation a vite empiré quand le capitaine Phillips a essayé de s'échapper le matin du 10 avril. Il a sauté par-dessus bord pour tenter d'échapper à ses ravisseurs, mais son évasion fut brève. Les pirates ont vite repris le capitaine, et l'espoir de la marine de résoudre la crise par la négociation s'amenuisait. Le 11 avril, la situation devenant critique, la marine a réalisé la nécessité de mesures plus directes. Heureusement, l'équipe SEA, Air and Land 6, l'unité d'élite antiterroriste, les rejoindrait le jour même. C'est cette même unité qui éliminera le tristement célèbre Osama Bin Laden 2 ans après. Mais ce jour fatidique en 2009, l'équipe SEA, Air and Land, 6 armée de fusils de sniper calibre 0.30 et d'équipements spécialisés, est arrivée pour s'occuper des pirates somaliens. Les pirates, à court de provisions et de carburant, ont accepté que la marine remorque leurs canots de sauvetage. Les pirates prétendaient que la tâche stabilisait le canot de sauvetage en mer agitée, mais la marine y voyait le dispositif idéal pour un sauvetage. Alors que le canot de sauvetage était tiré plus près de l'United States Ship Bainbridge, les pirates étaient à portée de tireurs d'élite. Les SEALs se sont positionnés sur le Fantail, fusils de sniper prêts à agir au besoin. Aux premières heures du matin du 11 avril, le désespoir des pirates grandissait. À court de carburant, ils ont dérivé vers la côte somalienne, cherchant à s'échapper ou compliquer l'intervention de la marine. Malgré la présence constante de la marine, les pirates ont maintenu leurs exigences simples. Une rançon en échange du retour en sécurité de Philip. Le montant s'élève à 2 millions de dollars, une somme considérable. Cependant, vu les dizaines de millions de dollars en rançon amassés par les pirates à ce stade, ce montant n'était pas si choquant. Le Maersk Alabama était le 6e navire attaqué en une semaine. Donc ces pirates visaient certainement à se faire millionnaires. Mais ces pirates n'allaient pas devenir riches aussi facilement. Pour la majorité, ce qui devait être leur grand jour de paix serait en réalité leur dernier jour. Pointer une AK-47 sur le capitaine Phillips a scellé leur sort. C'était le signal attendu par les phoques. 3 tireurs d'élite ont tiré en même temps depuis la poupe de l'United States Ship Bainbridge, parfaitement synchronisés. Les 3 balles ont toutes trouvé leur cible, éliminant les pirates en un instant. Seul Moussa, le leader capturé plus tôt lors d'un échange d'otages raté, a survécu. Au moment où les tireurs d'élite ont fait feu, il était déjà à bord du Bainbridge, ayant capitulé et demandé des soins médicaux. Pour le capitaine Phillips, le cauchemar enduré pendant 5 jours éprouvants était finalement terminé. Indemne, il a été rapidement transféré sur l'United States Ship Bainbridge pour une évacuation médicale. Les corps des 3 pirates tués ont été rendus aux autorités somaliennes, et Moussa a été arrêté. Il a été emprisonné dans le brig de l'United States Ship Boxer avant son transfert aérien aux États-Unis pour son procès. L'équipe juridique de Moussa a prétendu qu'il était mineur lors du détournement, âgé de 15 ou 16 ans, mais le tribunal a rejeté cette affirmation. Au final, Moussa a admis avoir 18 ans, et le tribunal a décidé de le juger comme un adulte, le condamnant à 33 ans et 9 mois dans une prison américaine.
En février 2011, avant l'épilogue de l'histoire de Moussa, le capitaine Phillips a raconté la sienne. En 2010, il a publié une autobiographie, Un devoir de capitaine, offrant son point de vue sur l'épreuve éprouvante. L'autobiographie servirait finalement de modèle pour le film de 2013, Capitaine Phillips, avec Tom Hanks dans le rôle titre. Un héritage en constante évolution, d'un livre à un film, puis une vidéo virale. Espérons que cela continue. Les propriétaires du Maersk Alabama, à l'époque Maersk Line, ont tenté de préserver l'héritage du navire, en faisant don du canot de sauvetage en fibre de verre de 5 tonnes marqué par des balles, où le capitaine Phillips a été retenu en otage, au Musée national de la Marine Underwater Demolition Team SEAL, à Fort Pierce, Floride. Maersk Line, un acteur majeur du transport maritime, est le deuxième plus grand transporteur de conteneurs au monde. Ce géant danois exploite 679 navires, qui ont transporté environ 24 millions d'unités équivalentes à une tonne, ou 20 foot équivalent unit en abrégé, en 2023 seulement. L'un de ces navires qu'aurait été le Maersk Virginia, qui, croyez-le ou non, a presque subi le même sort que le Maersk Alabama. Moins de 2 mois après son détournement, il semble que les pirates somaliens avaient vraiment jeté leur dévolu sur les navires Maersk. Comme mentionné, le mot-clé est presque. Voyons le déroulement de cette situation critique le 22 mai 2009. Le Maersk Virginia navigue dans le golfe d'Aden, un autre point chaud réputé pour les pirates somaliens. Le Virginia transporte sa cargaison vers Salalah, Oman, naviguant dans un couloir de sécurité. Le Maersk Virginia est un porte-conteneur de 4300 équivalent 20 pieds, transportant une charge importante de marchandises. Des marchandises qui ont attiré les mauvaises foules, comme prévu. Alors que le navire Maersk Virginia navigue en plein jour, des pirates, après une tentative échouée de détournement du transporteur grec Mariaka, ciblent un navire de fret américain. Les pirates ont attaqué le Mariaka avec des armes et des grenades. Suite à cet échec, ils ont ciblé le Virginia. L'intrigue se complique lorsque les pirates lancent leur assaut vers 9h45 ce matin-là, mais une mauvaise surprise les attend. L'équipage du Maersk Virginia a lancé un signal de détresse à temps, et les renforts sont arrivés rapidement. Mais cette fois, ce n'était pas la marine américaine qui venait à la rescousse, mais bien la marine royale canadienne qui intervenait pour sauver la situation. Le Her Majesty's Canadian Ship Winnipeg, un navire de guerre canadien stationné à proximité, patrouillait dans la zone dans le cadre d'un effort international pour freiner la piraterie. Lorsque l'appel de détresse est arrivé, le navire était prêt. Son heure était venue. En quelques minutes, 3 hélicoptères navals canadiens survolèrent la zone où les pirates avaient attaqué. Dans l'urgence, l'équipe canadienne a agi sans faillir. Les hélicoptères ont fait fuir les pirates, faisant s'évaporer leur bravade. Ils ont réalisé que leur plan se déroulait rapidement. La situation a empiré lorsqu'un autre hélicoptère de la marine italienne s'est joint à la mêlée, resserrant l'étau. Face à la présence imposante de l'armée, les pirates ont abandonné leur tentative de détournement du Maersk Virginia, jetant leurs armes par-dessus bord et se rendant. La stratégie de sortie rapide a échoué. Les pirates, abandonnant leur esquif, n'ont trouvé aucune échappatoire. Les marins italiens ont abordé le bateau des pirates, sécurisant le navire et résolvant la situation. Et comme ça, le Maersk Virginia a esquivé la balle avec tous les 19 membres d'équipage, tous citoyens américains, sains et saufs. Mais cette échappée belle n'a pas plu à tout le monde. De retour aux États-Unis, les tensions avaient déjà augmenté sur la manière dont les navires américains étaient protégés, ou plutôt pas protégés. Naturellement, l'incident a fait des vagues à Washington. Le fait que 2 navires américains de la même flotte ayant été attaqués si rapprochés a suscité de sérieuses questions. Le gouvernement faisait-il assez pour protéger ses actifs ? L'armée américaine faisait-elle sa part pour protéger une flotte qui transportait des cargaisons du gouvernement américain ? Surtout dans une région à si haut risque. Il était évident que de simples instructions pour changer de cap ou naviguer rapidement ne suffisaient pas face à des pirates lourdement armés et organisés. Elijah E. Cummings, le président de la sous-commission de la Chambre sur la garde côtière et le transport maritime à l'époque, n'a pas mâché ses mots. Il a remis en question l'adéquation de la directive de sécurité de la garde côtière, qui avait été émise seulement quelques semaines plus tôt. Pourquoi est-ce ainsi ? Notre nation semble actuellement n'offrir à nos marins marchands que des conseils sur comment se protéger eux-mêmes. Sa demande a choqué beaucoup de gens, suggérant que les autorités américaines abandonnaient les navires américains à leur sort dans des eaux dangereuses. Ces eaux allaient devenir encore plus dangereuses, car moins d'1 an plus tard, les pirates ont commencé à affronter des navires de guerre. Leur raisonnement manquait de clarté. Ils pensaient peut-être que s'en prendre à des navires militaires leur donnerait un avantage et leur apporterait une rançon au-delà de leurs rêves. Mais il est clair qu'en avril 2010, ils ont choisi le mauvais navire de guerre avec lequel s'engager. Parce qu'à la fin de toute cette épreuve, les gros titres ne disaient pas « Les pirates capturent l'United States Ship Ashland », mais l'United States Ship Ashland capture les pirates.
Examinons de plus près comment ce mouvement audacieux des pirates s'est transformé en un désastreux miscalcul, un que 6 pirates ont à peine vécu pour regretter. Le 10 avril 2010, l'United States Ship Ashland, un navire de débarquement américain, mène une opération de routine dans le golfe d'Aden. À 330 miles au large de Djibouti, dans le golfe d'Aden, un haut lieu de la piraterie depuis longtemps. Et cet incident n'était que le dernier d'une série d'attaques. Au cours des 120 jours précédents, les pirates avaient de plus en plus ciblé les navires militaires. Auparavant, l'United States Ship Ashland, l'United States Ship Nicholas, une frégate de missiles guidés, et l'United States Ship Farragut, un destroyer de missiles guidés, avaient été engagés dans des confrontations similaires. L'United States Ship McFowell, un destroyer, avait capturé 10 pirates lors d'une mission de sauvetage antérieure. Il était vite devenu clair que défier des navires de guerre lourdement armés n'était pas le choix le plus judicieux pour les pirates, peu importe leur but. Alors retournons et rejoignons l'United States Ship Ashland, dans le golfe d'Aden. C'est aux premières heures du matin, vers 5 heures du matin. L'Ashland fait son travail dans ces eaux dangereuses, à l'heure locale. Cependant, une embarcation avec 6 pirates présumés à bord repère le navire et ouvre le feu avec des armes légères. Les pirates pensaient que l'Ashland était une cible facile pour un vol rapide, le prenant pour un simple navire marchand. L'Ashland, bien équipé pour la défense, n'a pas seulement subi les tirs, il a riposté avec force. 2 tours de son Mark 38. Mode, 2 canons de 25 mm, et le skiff des pirates s'était en flammes. Les pirates ont vite compris qu'ils avaient présumé de leur force à ce moment précis. Ils étaient visés par une arme capable de déchirer l'acier comme du beurre. Ils n'avaient aucune chance face à la marine. L'esquive du pirate, en flammes, forçait l'équipage à abandonner le navire, dérivant sans défense dans l'eau. Une situation critique, mais pas pour l'Ashland. Le véritable danger s'était nettement déplacé sur les pirates. L'Ashland a rapidement déployé ses bateaux pneumatiques pour secourir les pirates échoués. L'United States Ship Ashland n'a subi aucun dommage et son équipage est indemne. Une fois les pirates sécurisés à bord et minutieusement contrôlés, ils ont été placés en détention sans armes en leur possession, éliminant toute menace future de leur part. Les 6 pirates capturés ont été ramenés aux États-Unis, où ils seraient poursuivis pour piraterie, conspiration et autres crimes graves. Le 29 novembre 2010, le premier pirate a été condamné à 30 ans de prison. La sentence est tombée juste après la poursuite soigneuse et implacable de la justice par la marine américaine. L'avocat de la United States Ship, Neil H. McBride, a fait une déclaration puissante lors de la condamnation. La piraterie est une menace croissante dans le monde entier, et la sentence d'aujourd'hui démontre que les États-Unis tiendront les pirates modernes responsables dans les tribunaux américains. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux pirates qui vivent pour voir la salle d'audience. Car lorsque vous attaquez des navires américains, qu'ils soient marchands, militaires ou de guerre, vous ne cherchez pas seulement à combattre l'équipage. Vous défiez une force qui agira si elle le doit. La marine américaine ne cherche pas ces batailles. Mais si vous la forcez à agir, vous pourriez ne pas survivre aux conséquences. Voilà donc 3 confrontations dramatiques avec des navires américains, montrant chacune comment les pirates ont mal évalué leur cible. Pensez-vous que les pirates comprennent vraiment à qui ils ont affaire lors de ces confrontations à haut risque, ou sont-ils simplement trop désespérés pour s'en préoccuper ? Connaissez-vous des navires non américains qui ont été attaqués et ont riposté avec autant de détermination ? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.